Mon oncle a volé notre brasserie familiale en utilisant mon nom. Ma vengeance a choqué tout Lyon. Je m'appelle Camille Dumas et je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille me trahirait aussi cruellement. À 32 ans, je dirige la partie pâtisserie de notre microbrasserie familiale à Lyon depuis 5 ans. Une affaire fondée par mon grand-père en 1975 et que nous avons tous juré de protéger. Du moins, c'est ce que je croyais. Notre brasserie est située dans le quartier historique de la Croix-Rousse à Lyon. Un quartier de Canute autrefois rempli de tisserands de soie qui est devenu au fil des années un endroit branché et authentique. Notre établissement avec ses murs en pierre apparente et ses grandes fenêtres donnant sur la place est devenu un lieu emblématique. Les touristes viennent y déguster nos bières artisanales et depuis 5 ans, mes pâtisseries qui ont ajouté une nouvelle dimension à notre offre. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. C'était un mardi de juin. Le soleil illuminait les toits de Lyon et l'odeur de mes pralines roses fraîchement préparées embaumait notre établissement. Nous célébrions le 5e anniversaire de l'expansion de notre brasserie Dumas avec mon concept de salon de thé adjacent. Une réussite dont j'étais fière. Les critiques gastronomiques étaient à présent. Le maire adjoint aussi. Même les fournisseurs locaux avaient fait le déplacement pour goûter mes nouvelles créations qui mariaient la subtilité de nos bières artisanales avec des desserts raffinés. J'avais passé des semaines à préparer cet événement. Chaque détail avait été pensé avec soin. Les décorations florales rappelaient les ingrédients de nos bières. Houblon, orge, épices. Les uniformes du personnel avaient été spécialement conçus pour l'occasion. Un subtil mélange entre le traditionnel et le moderne, tout comme notre entreprise elle-même. Je me tenais près de l'entrée accueillant les invités avec un sourire radieux. Je portais une robe bleu marine élégante avec un tablier de chef brodé aux initiales de la brasserie. Un cadeau de mon grand-père, pour mes 25 ans. Le dernier cadeau qu'il m'avait fait avant de nous quitter. Je l'ai toujours considéré comme mon porte-bonheur. Ce jour-là, j'aurais dû savoir que même les porte-bonheur ont leurs limites. Mon oncle Philippe est arrivé en retard. Il avait l'air préoccupé, mais j'ai mis cela sur le compte du stress lié à l'événement. Il était le directeur financier de l'entreprise depuis que mon père était décédé 10 ans plus tôt. Je lui faisais entièrement confiance. Il connaissait les chiffres, il gérait les comptes. Je m'occupais de créer et d'innover pendant qu'il veillait sur notre héritage familial. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me rappelle encore son arrivée ce jour-là. Son costume gris impeccable, sa cravate bordeaux, son parfum coûteux qui trahissait un luxe que je trouvais parfois excessif pour notre petite entreprise familiale. Il m'a embrassée sur les 2 joues avec une froideur inhabituelle. Ses yeux évitaient les miens. J'aurais dû comprendre à cet instant que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais trop occupée, trop excitée par cette journée spéciale. La célébration battait son plein. Les plateaux de mes créations circulaient parmi les invités. Des éclairs au café infusés à la bière brune. Des macarons à la framboise et au houblon. Des tartelettes aux pralines roses. Les verres de nos différentes bières s'entrechoquaient dans une joyeuse cacophonie. Le journaliste du Progrès prenait des notes dans un coin. Le critique du guide Michelin semblait apprécier l'harmonie entre mes desserts et nos bières. Mon oncle Philippe a pris la parole au milieu de la célébration. Il a tapoté son verre avec une petite cuillère pour attirer l'attention de tous. Le silence s'est fait progressivement. J'ai remarqué qu'il transpirait légèrement malgré la température agréable de la salle. Ses mains tremblaient imperceptiblement. J'ai senti mon cœur se serrer immédiatement. Il a commencé son discours avec un visage grave. Il a d'abord évoqué l'histoire de notre brasserie, le courage de mon grand-père qui avait tout quitté en Alsace pour venir s'installer à Lyon, la passion transmise de génération en génération, les valeurs d'excellence et d'authenticité. Puis son ton a changé. Sa voix s'est faite plus basse, plus sérieuse. Il a annoncé devant tous nos invités que la brasserie faisait face à des difficultés financières catastrophiques, que les autorités fiscales avaient entamé une procédure de fermeture. Et puis est venu le coup fatal. Il a déclaré que ces problèmes avaient commencé exactement quand j'avais lancé ma partie pâtisserie, que mes ambitions avaient saigné nos finances, que j'avais ruiné le nom des Dumas. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds.
Comment était-ce possible alors que je vérifiais les rapports mensuels qui montraient des profits stables? Tous, les regards se sont tournés vers moi. Des regards de pitié, de déception, de jugement. J'ai vu le maire adjoint partir discrètement, les critiques gastronomiques prendre des notes. Ma réputation s'effondrait en direct. Je me suis avancée vers mon oncle cherchant une explication. Comment pouvait-il dire cela alors qu'il m'avait assuré le mois dernier que nos finances étaient saines? Il a évité mon regard. Il a murmuré suffisamment fort pour que les personnes proches entendent que je n'avais jamais vraiment compris les aspects financiers de l'entreprise, que je me contentais de jouer avec de la farine et du sucre pendant que lui se battait pour sauver ce qui pouvait l'être. Les invités sont partis rapidement. Ma famille aussi. Ma cousine Marie m'a regardée avec déception avant de suivre son père. Mon cousin Thomas a haussé les épaules comme s'il s'y attendait. Ma tante Sylvie a murmuré quelque chose à propos de la naïveté des jeunes. Seule Sophie, notre jeune comptable embauchée 6 mois plus tôt, est restée. Je l'avais recrutée, malgré les réticences de mon oncle qui trouvait qu'un comptable externe était suffisant. Elle s'est approchée quand tout le monde était parti. Je me tenais au milieu de la salle déserte, entourée des restes de notre célébration. Des assiettes à moitié vides. Des verres abandonnés. L'odeur de mes pâtisseries semblait maintenant écœurante. Sophie s'est assise en face de moi. Ses yeux vifs derrière ses lunettes à monture noire me fixaient avec intensité. Elle m'a dit que quelque chose ne collait pas avec les chiffres annoncés par mon oncle, que ma partie de l'entreprise était très rentable, et qu'elle avait remarqué des anomalies dans les finances générales, des transferts importants vers des comptes étrangers, et surtout ma signature utilisée sur des documents que je n'avais jamais vus. Je les regardais avec incrédulité. Comment était-ce possible? Mon oncle, le frère de mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait consolé à l'enterrement de mon père, qui avait prononcé un discours émouvant aux obsèques de mon grand-père. Cet homme aurait falsifié ma signature, aurait détourné l'argent de notre entreprise familiale. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais le visage de mon grand-père quand il m'apprenait à reconnaître le bon houblon. La fierté dans ses yeux quand je lui montrais mes premières pâtisseries. Les souvenirs se bousculaient dans ma tête. Mon 12e anniversaire, quand mon oncle m'avait offert mon premier livre de pâtisserie. Les dimanches après-midi dans la cuisine de ma grand-mère, où toute la famille se réunissait. Mon père et mon oncle parlant affaires pendant que je préparais des cookies. Comment mon propre oncle avait-il pu trahir cet héritage? Notre sang. Le lendemain matin, Sophie et moi avons commencé notre enquête. Nous nous sommes enfermés dans le petit bureau à l'arrière du bâtiment. Sophie a sorti son ordinateur portable et des dossiers qu'elle avait discrètement copiés ces derniers. Moi. Elle m'a montré des preuves irréfutables. Des prêts énormes contractés auprès d'individus aux noms italiens que je ne connaissais pas. Des sommes vertigineuses. Plusieurs millions d'euros. Tout cela avec ma signature contrefaite en garantie. Je me souviens avoir fixé ces documents les mains tremblantes. Ma signature était presque parfaitement imitée. Presque. Une légère différence dans la boucle du D de Dumas. Un détail que seule une personne obsédée par la précision comme moi pouvait remarquer. La preuve que je n'avais jamais signé ces papiers. Sophie m'a expliqué que mon oncle utilisait la brasserie comme façade pour blanchir de l'argent depuis au moins 3 ans. Il avait falsifié ma signature pour obtenir des prêts auprès de personnes liées à la mafia calabraise. Des hommes dangereux qui ne pardonnaient pas les retards de paiement. Et maintenant, les autorités fiscales avaient commencé à enquêter sur des mouvements de fonds suspects. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'aidait. Pourquoi elle prenait ce risque? Elle m'a avoué qu'elle n'était pas là par hasard. Son père avait travaillé pour une entreprise ruinée par des pratiques similaires. Il s'était suicidé quand elle avait 15 ans. Depuis, elle s'était jurée de combattre ce genre de fraude. Elle avait entendu des rumeurs sur la brasserie, Dumas et avait postulé spécifiquement pour enquêter. J'ai senti la colère monter en moi comme jamais auparavant. Je revoyais Philippe me tapoter l'épaule quand j'étais petite en me disant que je comprendrais les finances quand je serais grande. Je me rappelais les dîners de Noël où il racontait comment il protégeait notre héritage familial. Tout n'était que mensonge. Je me suis souvenu d'un incident qui avait eu lieu 3 ans plus tôt. Mon oncle avait refusé que j'examine les livres de compte en détail quand j'avais remarqué une incohérence. Il m'avait dit de me concentrer sur ma pâtisserie et de lui faire confiance pour le reste.
J'avais cédé pensant qu'il protégeait mes intérêts. En réalité, il protégeait sa fraude. J'ai décidé de le confronter immédiatement. Je suis allée dans son bureau au premier étage. Il était au téléphone parlant à voix basse en italien. Il a raccroché précipitamment quand il m'a vue. Je lui ai demandé calmement comment il avait pu faire ça. Comment il avait pu mettre mon nom sur ses prêts sans me consulter? Il a d'abord nié. Puis quand j'ai mentionné les documents que Sophie avait trouvés, son visage s'est durci. Il m'a dit que je devrais le remercier. Que notre petite brasserie familiale n'aurait jamais survécu sans ses contacts. Que l'argent qu'il avait fait entrer nous avait permis de moderniser l'équipement. Que mon salon de thé n'existerait pas sans cet argent. Puis il a changé de tactique. Il m'a rappelé que nous étions une famille, que les Dumas devaient rester solidaires, que j'étais naïve de croire que l'on pouvait réussir honnêtement dans ce milieu. Son visage s'est transformé pendant qu'il parlait. Le masque du gentil-oncle est tombé révélant un homme dur et cynique que je ne reconnaissais pas. Il a ensuite tenté de me faire culpabiliser. Il m'a rappelé tout ce qu'il avait fait pour moi après la mort de mon père. Comment il avait toujours été là. Comment il m'avait soutenu quand j'avais voulu développer ma partie pâtisserie alors que mon grand-père était sceptique. Je suis sortie de son bureau tremblante de rage et d'indignation. Je savais qu'il mentait. Mon grand-père avait toujours soutenu mes ambitions pâtissières. C'était même lui qui m'avait suggéré d'ajouter cette dimension à notre offre. Mon oncle tentait de réécrire notre histoire familiale pour justifier ses crimes. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai découvert l'ampleur du désastre. Non seulement mon oncle avait contracté ses prêts, mais il n'avait pas respecté les échéances de remboursement. Des hommes au regard dur sont venus à la brasserie demandant à me parler. Ils m'ont expliqué très calmement que puisque c'était ma signature sur les documents, j'étais responsable. J'avais 2 semaines pour rembourser ou ils prendraient des mesures. Je savais ce que cela signifiait. L'un d'eux, grand et mince, avec une cicatrice discrète sur la joue, a regardé autour de lui, évaluant visiblement la valeur de notre établissement. Il a commenté la qualité de notre matériel de brassage. La beauté de notre bar en chêne massif datant du 19e siècle. Les tableaux originaux accrochés au mur. Des cadeaux de clients artistes au fil des années. Il a dit que ce serait dommage qu'un accident arrive dans un si bel endroit. Que des incendies se déclaraient si facilement dans les brasseries avec tous ces produits inflammables. Parallèlement, le contrôle fiscal se précisait. Un inspecteur m'a convoqué pour m'annoncer que la brasserie Dumas était suspectée de fraude fiscale à grande échelle, que tous nos comptes étaient gelés, que nous risquions une fermeture administrative dans les 30 jours. L'inspecteur, un homme d'une 50aine d'années au regard fatigué, semblait presque désolé de m'annoncer ces nouvelles. Il m'a dit qu'il connaissait bien notre établissement, qu'il y venait parfois boire une bière après le travail, qu'il appréciait particulièrement mes tartelettes aux myrtilles, mais que les preuves de fraude étaient accablantes, des mouvements de fonds inexpliqués, des revenus non déclarés, une comptabilité parallèle. Je lui ai expliqué ma situation, les signatures falsifiées, les manœuvres de mon oncle. Il m'a écouté attentivement, mais m'a dit que sans preuve concrète, il ne pouvait rien faire. Que légalement j'étais co-responsable en tant que copropriétaire. Que les autorités ne feraient pas de différence entre mon oncle et moi. Je me suis sentie prise au piège. Entre les autorités et les créanciers mafieux, je ne voyais aucune issue. J'ai passé une nuit entière assise dans notre salle de dégustation vide à regarder les photos en noir et blanc de mon grand-père accrochées au mur. C'est alors que l'idée m'est venue. Je me suis souvenue d'un article que j'avais lu quelques mois plus tôt dans Le Monde à propos d'une entreprise en difficulté sauvée par ses employés et transformée en coopérative. Une structure où le pouvoir et les bénéfices étaient partagés. Une forme d'entreprise plus éthique et plus résiliente. Le lendemain, j'ai rencontré Marc, un ami d'enfance devenu avocat spécialisé dans le droit des entreprises. Nous avions grandi ensemble dans le quartier de la Croix-Rousse. Nos mères étaient amies. Nous avions fréquenté la même école. Puis nos chemins s'étaient séparés quand il était parti étudier à Paris. Il était revenu à Lyon 2 ans auparavant et nous avions renoué contact. Je l'ai retrouvé dans un petit café discret loin de la brasserie. Je ne voulais pas que mon oncle apprenne cette rencontre. Je lui ai tout raconté. La trahison, les prêts mafieux, les menaces, le contrôle fiscal. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur son carnet en cuir.
Quand j'ai eu fini, il a soupiré profondément. Marc était choqué mais pas surpris. Il m'a dit qu'il avait toujours trouvé mon oncle louche, qu'il se souvenait de lui comme d'un homme qui regardait, toujours par-dessus son épaule comme s'il avait peur d'être suivi. Marc m'a expliqué qu'il existait peut-être une solution. Une solution radicale mais qui pourrait sauver l'entreprise et mon nom. Nous avons élaboré un plan ensemble. Transformer la brasserie en coopérative citoyenne. Une structure où les employés et les habitants du quartier deviendraient collectivement propriétaires. Marc m'a expliqué que cela permettrait de dissocier la nouvelle entité des dettes frauduleuses contractées par mon oncle. Que nous pourrions négocier un plan de redressement avec les autorités fiscales si nous dénoncions les malversations. C'était risqué. Mon oncle ne se laisserait pas faire. Et les créanciers mafieux non plus. Mais je n'avais pas le choix. Notre héritage familial était en jeu. Ma réputation aussi. Je me suis rappelé les paroles de mon grand-père. Il disait toujours que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. J'avais peur. Terriblement peur. Mais j'étais déterminée à agir. J'ai commencé par rencontrer nos 15 employés. Je les ai convoqués un matin avant l'ouverture. Ils sont arrivés intrigués par cette réunion imprévue. Notre maître brasseur Thomas qui travaillait avec nous depuis 20 ans, Julie la responsable de salle, les serveurs, les cuisiniers, le personnel d'entretien. Certains étaient là depuis des décennies, d'autres venaient d'arriver. Tous aimaient sincèrement cet endroit. Je leur ai tout expliqué. La fraude, les prêts, le blanchiment d'argent. Ils étaient sous le choc, mais reconnaissants de ma franchise. Je leur ai présenté mon idée de coopérative. La plupart ont immédiatement adhéré au projet. Certains étaient plus réticents mais comprenaient que c'était notre seule chance. Thomas, notre maître brasseur, a été le premier à parler après ma présentation. Un homme habituellement réservé qui s'exprimait plus par ses créations que par ses mots. Il m'a dit qu'il avait toujours su que quelque chose n'allait pas avec Philippe, qu'il avait remarqué des livraisons étranges, des visiteurs louches qui n'avaient rien à voir avec la brasserie, des réunions à huis clos. Il a levé sa main calleuse et a juré de me soutenir quoi qu'il arrive. Julie, notre responsable de salle depuis 8 ans, a suivi. Les larmes aux yeux, elle m'a avoué qu'elle avait surpris une conversation entre mon oncle et un homme à l'accent italien quelques mois plus tôt. Ils parlèrent de délais et de conséquences. Elle avait eu peur et n'avait rien dit. Elle s'en voulait maintenant et voulait aider à sauver la brasserie. Un par un, ils ont tous exprimé leur soutien. Leur attachement à cet endroit allait au-delà d'un simple lieu de travail. C'était une deuxième maison, une famille choisie. Ils étaient que prêts à se battre pour la préserver. Ensuite, j'ai contacté l'Association des commerçants de la Croix-Rousse. Je leur ai proposé d'organiser une réunion d'urgence. Une trentaine de personnes sont venues. Des boulangers, des fromagers, des restaurateurs. Tous connaissaient et appréciaient notre établissement depuis des années. Je leur ai révélé la situation sans ménagement. Puis j'ai présenté mon projet de coopérative. L'idée que la brasserie Dumas devienne un bien commun du quartier, un patrimoine partagé. À ma grande surprise, l'enthousiasme a été immédiat. Plusieurs commerçants se sont portés volontaires pour investir. D'autres ont proposé leur aide pour l'organisation. Une journaliste locale présente à la réunion a promis de couvrir l'histoire. Le mouvement était lancé. Pendant ce temps, Sophie continuait de rassembler des preuves contre mon oncle. Elle a découvert qu'il possédait un appartement luxueux à Monaco acheté avec l'argent détourné. Des virements réguliers vers un compte aux îles Caïmans. Des voyages somptueux avec sa maîtresse italienne. Tout cela alors qu'il prétendait se sacrifier pour l'entreprise familiale. Sophie a également trouvé des preuves que mon oncle avait commencé ses malversations bien avant mon arrivée dans l'entreprise. Des petits détournements d'abord, puis des sommes de plus en plus importantes. Il avait profité de la maladie de mon grand-père, puis de son décès pour prendre le contrôle total des finances. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon laboratoire de pâtisserie, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur des photos de mon oncle avec des hommes à l'allure menaçante. Des clichés pris dans des restaurants, luxueux, sur des yachts. Un mot accompagnait ces images. Je ne suis pas ton ennemi. Je surveille ton oncle depuis longtemps. Il a trahi beaucoup de monde. Pas seulement toi, un allié.
La confrontation suivante avec mon oncle a été explosive. Il venait d'apprendre par des employés mon projet de coopérative. Il est entré dans mon laboratoire de pâtisserie comme une furie. Son visage était rouge de colère. Une veine pulsait sur sa tempe. Il a renversé un plateau de macarons en cours de préparation. De petites coques colorées se sont brisées sur le sol comme mes illusions sur notre famille. Il m'a traité de traître, de petite idiote qui ne comprenait rien aux affaires. Il m'a rappelé que sans lui, la brasserie aurait fait faillite après la mort de mon père. Que j'étais une ingrate. Puis il a changé de ton. Sa voix est devenue menaçante. Il m'a dit que ses associés ne me laisseraient jamais faire, que je jouais avec ma vie, que des accidents arrivaient si facilement. Je suis restée calme. J'ai sorti de mon tablier les copies des documents falsifiés, les relevés de ses comptes personnels, les preuves de ses détournements. Je lui ai montré les photos anonymes que j'avais reçues. Son visage a perdu toute couleur. Je lui ai dit que j'avais tout transmis à un notaire avec instruction de les envoyer aux autorités si jamais il m'arrivait quelque chose, que j'avais également envoyé des copies à un journaliste d'investigation du Monde, que s'il tentait quoi que ce soit contre moi ou contre la brasserie, tout serait révélé. Il est parti en claquant la porte. J'ai entendu des objets se briser dans son bureau à l'étage. Des cris de rage. Puis le silence. Plus effrayant encore. Les jours suivants ont été intenses. Marc a préparé tous les documents juridiques pour la création de la coopérative. Sophie a continué de compiler les preuves contre mon oncle. J'ai organisé des réunions avec les potentiels sociétaires. J'ai négocié avec l'administration fiscale qui s'est montrée étonnamment compréhensive face à notre démarche de transparence. L'inspecteur des impôts m'a reçu dans son bureau austère. Je lui ai présenté notre projet de coopérative, les preuves que mon oncle avait agi seul, notre volonté de repartir sur des bases saines. Il m'a écouté attentivement. Puis, il m'a confié que son père avait travaillé dans une coopérative vinicole dans le Beaujolais, qu'il croyait en ce modèle économique plus juste, qu'il était prêt à nous accorder un délai et un plan d'appurement si nous respections certaines conditions. Une nouvelle confrontation a eu lieu avec mon oncle quand il a appris que j'avais rencontré l'inspecteur fiscal. Cette fois, c'est moi qui suis allée le trouver dans son bureau. Il était assis derrière son imposant bureau en acajou. Un bureau qui avait appartenu à mon grand-père, un symbole de l'autorité familiale qu'il avait usurpé. Il a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Il m'a dit qu'il avait parlé à nos cousins, à ma tante, que toute la famille était de son côté, qu'ils pensaient tous que je perdais la raison, que je détruisais notre héritage par orgueil. Il a joué sa dernière carte, l'émotion. Il m'a rappelé les moments heureux que nous avions partagés, les vacances en famille, les fêtes de Noël, la fois où il m'avait appris à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or. J'ai failli céder. Pendant un instant, j'ai revu l'oncle que j'aimais, celui qui me faisait sauter sur ses genoux quand j'étais petite, qui m'apportait des bonbons en cachette, qui m'avait consolée quand mon premier petit ami m'avait quitté. Comment cet homme avait-il pu devenir ce criminel sans scrupules? Puis, j'ai pensé à mon grand-père, à sa droiture, à son honnêteté, à tout ce qu'il avait construit. Je ne pouvais pas abandonner. Le plus difficile a été la rencontre avec les créanciers mafieux. J'ai demandé à les voir avec Sophie et Marc à mes côtés. Nous avons rencontré leur chef dans un restaurant discret de la presqu'île. Un homme d'une 50aine d'années, au costume impeccable et au regard glacial. Salvatore Rinaldi, un nom que j'avais vu sur plusieurs documents signés par mon oncle. Je lui ai expliqué la situation, que mon oncle avait falsifié ma signature, que j'étais prête à dénoncer tout le système de blanchiment qu'il avait mis en place avec mon oncle, que je comprenais les risques, mais que je n'avais plus rien à perdre. L'homme m'a écouté sans m'interrompre. Ses yeux sombres me fixaient avec une intensité dérangeante. Quand j'ai eu fini, il a simplement demandé à voir les preuves que j'avançais. J'ai fait glisser vers lui une enveloppe contenant des copies des documents les plus incriminants. Il les a parcourus méthodiquement, sans émotion apparente. Puis il m'a demandé ce que je proposais. Je lui ai expliqué notre projet de coopérative, que nous pourrions rembourser une partie de la dette légitime sur plusieurs années, mais que je ne reconnaissais pas les intérêts usuraires ni les prêts obtenus par fraude. À ma grande surprise, il a souri. Un sourire sans joie qui n'atteignait pas ses yeux. Il m'a dit qu'il admirait mon courage,
que mon oncle lui avait toujours paru faible et peu fiable, qu'il n'était pas surpris qu'il ait tenté de faire porter le chapeau à sa propre nièce. Il m'a demandé 2 jours pour réfléchir. Ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Je savais que tout pouvait basculer, que ces hommes pouvaient décider de faire un exemple avec moi. Je n'ai presque pas dormi. Je me suis réfugiée dans mon laboratoire à préparer des pâtisseries toute la nuit pour calmer mon anxiété. Pétrir, fouetter, façonner. Des gestes, répétitifs et précis qui m'ont toujours apaisée. Le 3e jour, l'homme est revenu à la brasserie. Seul. Son chauffeur l'attendait dans une berline noire aux vitres teintées garée devant notre établissement. Une présence discrète mais menaçante. Il s'est assis au bar et a commandé un espresso. J'ai remarqué qu'il portait une chevalière en or à la main gauche. Un lion gravé dans le métal précieux. Il m'a dit qu'il acceptait ma proposition, sous certaines conditions. Sa famille prendrait 5% des parts de la coopérative. Un investissement légitime. Le reste de la dette serait effacé en échange d'un service. Je devais l'aider à piéger mon oncle qui apparemment avait aussi escroqué d'autres personnes encore plus dangereuses. J'ai compris que mon oncle était allé trop loin, qu'il avait joué double jeu même avec ces hommes dangereux, qu'il s'était servi de notre brasserie comme garantie auprès de plusieurs groupes mafieux concurrents. Une stratégie suicidaire. J'ai accepté. Je n'avais pas vraiment le choix. Mais étrangement, cette alliance avec cet homme dangereux me procurait une certaine satisfaction. Mon oncle allait payer pour sa trahison. Non pas par la violence, mais par la justice. La vraie justice. Pendant les jours qui ont suivi, nous avons mis en place notre plan. Marc a rédigé les statuts de la coopérative. Des réunions discrètes ont eu lieu avec les futurs sociétaires. Sophie a préparé un dossier, complet pour les autorités fiscales et judiciaires. Tout était prêt. Nous avons mis notre plan à exécution la semaine suivante. Nous avons organisé une grande réunion à la brasserie pour annoncer officiellement la création de la coopérative. J'ai invité toute la presse locale, les futurs sociétaires, les autorités municipales, et bien sûr mon oncle qui pensait encore pouvoir contrôler la situation. Il est venu accompagné de ma tante et de mes cousins qui l'avaient convaincu que j'avais perdu la raison. La salle était comble ce soir-là. J'avais préparé un buffet somptueux. Mes meilleures créations, pâtissières, nos bières les plus primées. Je voulais montrer le meilleur de ce que notre établissement pouvait offrir, de ce qu'il continuerait à offrir sous sa nouvelle forme. J'ai pris la parole devant plus de 100 personnes. J'étais terrifiée, mais déterminée. Je portais la même tenue que le jour de la trahison de mon oncle. Ma robe bleu marine, mon tablier brodé, un choix symbolique, une boucle qui se refermait. J'ai commencé par raconter l'histoire de notre brasserie, l'héritage de mon grand-père, les valeurs de qualité et d'honnêteté qu'il nous avait transmises. J'ai parlé des difficultés que toutes les entreprises familiales traversent, des défis du maintien des traditions tout en innovant. J'ai évoqué la mémoire de mon père trop tôt disparu, de sa passion pour le métier de brasseur. Puis, j'ai annoncé que nous allions écrire un nouveau chapitre, que la brasserie Dumas allait devenir la coopérative citoyenne Dumas, un bien commun appartenant à ceux qui y travaillent et à ceux qui l'aiment. J'ai expliqué le concept, le fonctionnement démocratique, le partage des bénéfices, l'ancrage dans le quartier et dans ses valeurs. Les applaudissements ont été chaleureux. Mon oncle, assis au premier rang, affichait un sourire crispé. Il pensait encore que tout ceci n'était qu'une façade, qu'il pourrait continuer ses manœuvres, dans l'ombre, que les menaces qu'il avait proférées m'avaient effrayé. Il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le croyait. C'est alors que j'ai changé de ton. J'ai expliqué que cette transformation était née d'une trahison, d'une fraude. J'ai projeté sur le grand écran derrière moi les documents falsifiés, les preuves des détournements, les comptes cachés de mon oncle. J'ai nommé les sociétés écrans qu'il avait créées. J'ai détaillé comment il avait utilisé mon nom pour garantir des prêts auprès de personnes dangereuses. Un murmure de stupéfaction a parcouru l'assemblée. Ma tante a porté sa main à sa bouche. Mes cousins ont baissé les yeux. Des journalistes prenaient frénétiquement des notes. Monsieur Rinaldi observait la scène depuis le fond de la salle, un léger sourire aux lèvres. Mon oncle s'est levé brusquement. Son visage était déformé par la rage. Il a tenté de m'interrompre.
de crier que je mentais, que j'étais dérangée, que la pression m'avait fait perdre la raison. Mais sa voix s'est éteinte quand 2 policiers en civil sont entrés dans la salle. Je leur avais tout transmis la veille après avoir obtenu l'accord de mes nouveaux associés. Le visage de mon oncle s'est décomposé quand il a compris qu'il n'avait plus d'issue. Que ses protecteurs, d'autrefois, l'avaient abandonné. Que même sa famille voyait maintenant sa vraie nature. Qu'il était seul face à ses crimes. Les policiers l'ont escorté dehors sous les regards médusés des invités. J'ai repris la parole dans un silence total. J'ai expliqué que la coopérative repartirait sur des bases saines, que nous avions négocié un accord avec l'administration fiscale, que tous les emplois seraient à préserver, que notre savoir-faire centenaire continuerait d'exister mais dans un cadre plus éthique et plus solidaire. J'ai terminé mon discours en remerciant tous ceux qui m'avaient soutenu dans cette épreuve. Sophie pour sa vigilance et son courage, Marc pour ses conseils juridiques et son amitié indéfectible, Thomas notre maître brasseur et tous les employés pour leur loyauté envers l'établissement plutôt qu'envers un homme, les commerçants du quartier pour leur solidarité, même M. Rinaldi pour avoir choisi la justice plutôt que la vengeance. Cette soirée a marqué un tournant, non seulement pour la brasserie mais pour moi personnellement. J'avais affronté ma peur. J'avais refusé d'être une victime. J'avais transformé une catastrophe en opportunité. Les semaines suivantes ont été intenses mais exaltantes. La coopérative a été officiellement créée. 53 sociétaires, dont 15 employés, des habitants du quartier, des commerçants. Même le créancier mafieux reconverti en investisseur légitime. Chacun avait une voix égale dans les décisions malgré des apports financiers différents. Mon oncle a été mis en examen pour fraude fiscale, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée. Il risquait plusieurs années de prison. Sa réputation était détruite. Son monde s'était effondré comme il avait tenté de faire effondrer le mien. Ma tante est venue me voir quelques jours après l'arrestation de mon oncle. Elle avait les traits tirés, les yeux rougis par les larmes. Elle m'a avoué qu'elle avait des soupçons depuis des années, les absences inexpliquées, l'argent qui apparaissait mystérieusement, les appels téléphoniques en pleine nuit. Elle n'avait rien dit par loyauté, par peur aussi. Elle m'a demandé pardon. Pour elle. Pour mes cousins qui avaient douté de moi. Je lui ai dit que la famille, ce n'était pas seulement le sang. C'était aussi le choix de se soutenir, de défendre les mêmes valeurs. Qu'elle serait toujours ma tante si elle le souhaitait. Mais que désormais ma famille s'était agrandie. Elle incluait maintenant tous ceux qui avaient cru en moi et en notre projet commun. Quant à moi, j'ai été élue présidente de la coopérative. J'ai continué à développer la partie pâtisserie tout en supervisant la brasserie. Nous avons lancé de nouveaux produits, des bières pâtissières infusées aux fruits et aux épices, des desserts à la bière revisitée, des accords mets, bières qui attiraient des clients curieux et des critiques gastronomiques. Nous avons également développé des projets sociaux, des cours de pâtisserie pour les enfants défavorisés du quartier, des formations au brassage pour des personnes en reconversion professionnelle, un jardin partagé sur notre toit où nous cultivions certains ingrédients pour nos créations. La presse locale puis nationale s'est intéressée à notre histoire, une renaissance née d'une trahison. J'ai été invitée à des conférences pour parler de notre modèle coopératif, du courage qu'il faut pour défendre ses valeurs, de la résilience nécessaire pour transformer une crise en opportunité. 1 an plus tard, nous avons célébré le premier anniversaire de la coopérative. La brasserie n'avait jamais été aussi florissante. Nos produits étaient distribués dans toute la région. Nous avions même commencé à exporter. J'ai regardé autour de moi ce soir-là. Les visages souriants des sociétaires, la fierté dans les yeux des employés devenus copropriétaires, l'atmosphère chaleureuse et authentique qui régnait dans ces murs chargés d'histoire. Sophie est devenue une amie proche et notre directrice financière officielle. Marc siégeait à notre conseil d'administration apportant son expertise juridique. Thomas, notre maître brasseur, expérimentait de nouvelles recettes avec un enthousiasme renouvelé. Même M. Rinaldi passait occasionnellement boire un café et discuter affaires de manière totalement légale désormais. J'ai reçu une lettre de mon oncle depuis la prison où il attendait son procès, une lettre d'excuse, de regret. Je ne sais pas s'il était sincère ou s'il espérait une indulgence de ma part lors de son jugement. Je n'ai pas répondu.
Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées, du moins pas encore. Peut-être un jour. J'ai pensé à mon grand-père, à ce qu'il aurait pensé de tout cela, de la trahison de son fils, de ma décision radicale de transformer son héritage. Je crois qu'il aurait approuvé. Il m'avait toujours dit que le plus important n'était pas le nom sur la devanture, mais l'esprit qui régnait à l'intérieur. Dans son bureau, j'avais retrouvé un vieux carnet où il notait ses pensées. Sur une page jaunie par le temps, il avait écrit une phrase qui est devenue notre devise. Une entreprise n'est pas faite de murs et de machines, mais de personnes et de valeurs. C'est ce que nous défendons chaque jour à la coopérative citoyenne Dumas. Aujourd'hui, quand je prépare mes pâtisseries dans mon laboratoire, je ressens une paix que je n'avais jamais connue auparavant. La douleur de la trahison est toujours là quelque part. On ne se remet jamais complètement d'avoir été trahi par son propre sang, mais j'ai transformé cette douleur en force. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être. J'ai créé quelque chose de nouveau et de meilleur. Ma vie a changé de façon inattendue. J'ai perdu une certaine innocence, une confiance naïve. Mais j'ai gagné en sagesse, en détermination. J'ai appris que parfois il faut perdre quelque chose pour gagner bien plus. Que les épreuves les plus difficiles peuvent nous révéler des forces que nous ignorions posséder. Et avez-vous déjà été trahi par un membre de votre famille? Comment avez-vous réagi? Avez-vous cherché la vengeance ou la rédemption? Avez-vous, comme moi, transformé cette blessure en opportunité de grandir et de créer quelque chose de meilleur? Fin du récit.